du coup, je vais essayer de faire un survol de mes travaux de thèse que j'ai soutenus en janvier là. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup en détail dans chacune des étapes, mais je vais essayer de montrer un petit peu le lien qu'il y a entre les méthodologies inspirées SHS qui nous aident en robotique et inversement. Donc, si vous voulez parler plus en détail après, soit côté expérience ou algorithme, ce sera avec plaisir. Donc, je vais juste commencer un chrono pour pas trop déborder. Alors, donc, comme on l'a dit, on va parler de navigation sociale. Donc là, je vous ai mis deux exemples de robots qui vont naviguer dans des environnements qui sont partagés avec des êtres humains. Ça peut être des robots qui ont pour but premier d'interagir avec des gens comme un kiosque mobile dans une gare, ou pas du tout fait pour interagir avec des gens comme un robot de Bossa Nova qui scanne des produits dans un rayonnage. Toujours est-il que ces robots doivent se déplacer avec des humains autour d'eux et ces humains vont percevoir et interpréter ce que font ces robots. Donc, pour situer un petit peu plus le contexte dans ce champ de navigation sociale, donc qui généralement en informatique et en robotique veut décrire les algorithmes qui régissent les déplacements de ces robots, il y a pas mal de recherches qui vont se concentrer sur d'abord les difficultés un peu pratiques, donc faire naviguer un robot dans un environnement dynamique avec beaucoup de personnes. C'est déjà complexe, on a besoin de faire de l'optimisation en temps réel, on a besoin de prédire les mouvements des personnes. Mais dans cette thèse, nous, on s'est plus intéressé aux problématiques d'ordre social, ou en gros tout ce qui se passe dès qu'on introduit des personnes à côté de ces robots. Donc généralement, les gens vont aborder ça en se disant qu'il faut que le robot fasse des mouvements acceptables, ce qui généralement veut dire que le robot ne doit pas gêner, il doit être pas vraiment vu. On parle de notion de confort dans la navigation, de ressemblance à la navigation humaine. Et on a aussi un autre problème qui est la dimension de perception sociale de ces robots par les humains. Donc la question qu'on se pose nous, c'est par exemple, à partir du moment où c'est plus un obstacle mais une personne, on a des travaux sur le fait qu'il faille peut-être modifier la trajectoire en tant que telle, mais nous on va plutôt se poser la question de comment est-ce que les personnes vont placer ces robots dans leur environnement social en termes de perception. Donc je vais élucider un petit peu plus ce que je veux dire par ça. Quand je parle de perception sociale de robots en termes de navigation, c'est pour dire qu'en fait, quand on déploie ce genre de robots dans des recherches et des expérimentations sur le terrain, assez souvent les gens ont des réactions qu'on ne sait pas trop expliquer par rapport à ces robots qui naviguent. Donc même s'ils n'ont que la navigation, pas forcément de voix ou de tête ou d'autres caractéristiques, même rien qu'avec ça, il me semble que Véronique a déjà donné cet exemple un peu ce matin. On peut avoir des gens, lorsqu'un robot les évite, qui disent soit le robot est très poli, il m'a laissé passer, ou qui disent le robot m'a ignoré et il m'a évité. Donc on attribue des intentions ou des attitudes sociales sur quelque chose qui était juste conçu pour éviter quelqu'un. La problématique derrière ça, c'est qu'on ne sait pas vraiment exactement quelles sont les dimensions de la navigation qui font qu'on fait ces interprétations différentes. Donc on a quelques études qui vont essayer d'étudier donc la perception sociale de la navigation et le fait qu'elle puisse exprimer peut-être des émotions ou des personnalités. Nous, dans cette thèse, on s'est focalisé sur les attitudes sociales. Donc pour résumer les problématiques qu'on a essayé d'aborder, premièrement, ces interprétations sociales sur ce que le robot fait dans sa navigation vont probablement influer sur l'acceptance et l'évaluation de ces systèmes robotiques. Mais on n'a pas vraiment de modèle qui nous explique le lien entre ces paramètres de navigation et les interprétations sociales que les gens en font. Donc on ne peut pas vraiment régler ce problème d'évaluation si on ne comprend pas ce qui se passe derrière au niveau perceptif. Et donc, vu qu'on n'a pas de modèle, actuellement, les algorithmes de navigation sociale existants, on ne peut pas les paramétrer pour qu'un robot ait l'air poli ou agressif ou doux ou tendre, ce genre de choses. Et inversement, si on nous donne un algorithme existant, on ne sait pas qualifier quel genre d'impact il va avoir sur les gens. Donc, cette question de recherche émane de ces trois problèmes. Comment est-ce qu'on peut, du coup, concevoir un algorithme de navigation qui nous donne un peu des leviers sur les dimensions de navigation qui induisent des perceptions sociales différentes. Donc, une bonne partie de l'approche qu'on a prise pour gérer ce problème, c'est qu'on s'est dit, bon, on n'a pas de modèle en robotique qui font le lien entre ces paramètres de navigation et les perceptions d'attitude sociale. Par contre, c'est quelque chose qu'on a étudié en prosodie vocale. Donc, si on se représente ici sur le schéma comme un tuyau, la modalité de communication vocale, à l'intérieur de ça, on a ce qu'on dit, mais on a aussi la manière dont on le dit. Donc, c'est ce qu'on comprend par prosodie, donc le ton, le rythme de la parole, les intonations, ce genre de choses. Et
dans le langage, les deux peuvent influer sur la relation qu'on a avec la personne avec laquelle on parle. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est voir si on peut transférer ça au mouvement de navigation d'un robot. Donc en gros, de se dire peut-être qu'on a quelque chose de similaire, là où la navigation elle a pour but premier de dire on va d'un point A à un point B, mais peut-être que la manière de le faire, visiblement, vu que les personnes font des interprétations sur les mouvements des robots, peut-être que la manière peut être un moyen d'expliquer ces différentes perceptions sociales. Donc, dans la thèse, on a fait trois étapes, trois contributions différentes. Je vais maintenant du coup les expliquer assez brièvement, mais pour vous montrer un petit peu le lien. La première étape, ça a été du coup, vu qu'on ne comprend pas trop ce phénomène, de d'abord utiliser des méthodes plus tirées des méthodes expérimentales de sciences humaines pour établir un modèle, donc essayer de comprendre la perception humaine pour qu'on puisse un petit peu mieux avoir une idée de précisément dans la navigation d'un robot mobile, dans ses profils de vitesse, dans son mouvement, qu'est-ce qui fait qu'on peut changer les interprétations sociales que les gens font de son mouvement. Donc, le deuxième point, c'était, donc, une fois qu'on a ce modèle, de concevoir un algorithme qui utilise ce qu'on a appris sur les différents paramètres de navigation. Maintenant qu'on sait quels paramètres doivent être ajustés, faire un algorithme qui nous permet de les ajuster pour générer des mouvements qui induisent telle ou telle perception qu'on aura choisie nous-mêmes. Et enfin, le fait d'avoir un algorithme qui tourne en temps réel et qui est relativement flexible pour faire déplacer le robot, ça nous permet ensuite de mettre en place une expérimentation beaucoup moins contrôlée et proche d'une situation réelle, où on peut donc déployer un robot qui se déplace de différentes manières pour voir l'impact que ça a sur les gens. Donc, pour la première partie, donc, établir un modèle de la perception humaine de la navigation d'un robot. L'idée, c'était d'avoir cette hypothèse que potentiellement, un peu comme la prosodie vocale, peut-être qu'il y a des éléments subtils dans les déplacements du robot qui sont responsables de ces changements d'interprétation. Donc, la première étape, ça a été de concevoir un corpus de profils de vitesse différents. Là, pour rester simple dans cette thèse, on est resté sur des mouvements rectilignes d'un robot mobile qui se déplace donc en ligne droite. Et ce sur quoi on a joué, c'est le profil de vitesse au cours du temps. Donc, en haut, vous avez ce qu'on a appelé des motion sequences qui donnent la forme générale du profil, donc en termes d'accélération, de maintien de vitesse constante ou de décélération. Donc ça, c'est un des premiers paramètres qu'on a variés. Ensuite, si vous prenez l'un de ces profils, donc le deuxième par exemple, et qu'on change ce qu'on a appelé le type de cinématique, c'est-à-dire l'accélération et la vitesse maximale, on a d'autres variantes de profil disponibles. Et le troisième paramètre, c'est de ce côté-là. Donc ce qu'on a appelé le variant, c'est plus une qualité locale du profil de vitesse. Donc est-ce qu'on introduit volontairement des saccades dans le mouvement, ou est-ce qu'on fait des accélérations plutôt incrémentales, ce genre de choses. Donc à chaque fois, il y a un petit peu des parallèles avec des éléments de prosodie vocale. Donc une fois qu'on avait conçu ces différents profils, on a filmé un robot qui se déplaçait en utilisant ces différents profils. Alors, la vidéo, on va voir si ça marche. On n'a pas de connexion réseau sur le PC ou... Donc je vais continuer à expliquer pendant ce temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé le robot qui utilise ces différents profils de vitesse pour établir un corpus de vidéos. Et on a fait une expérimentation en ligne où on montre ces vidéos à différentes personnes. Chaque personne regarde 45 paramétrages différents et répond sur ces 10 échelles perceptuelles qu'on a établies. Donc pour chaque vidéo, est-ce que le robot a l'air plus agressif ou plus doux? Est-ce qu'il a l'air plus autoritaire ou plus poli? Pour essayer ensuite de déterminer quel paramétrage induit quelle perception. Je vais peut-être juste passer à la slide suivante. Je devrais pouvoir essayer maintenant, oui. Et du coup, il va falloir que je bascule sur cet écran-là. Donc un exemple de mouvement, ils sont assez courts. Voilà, donc c'est des vidéos très courtes qu'on a essayé d'enregistrer dans des conditions qui font en sorte qu'il n'y a pas trop de variations entre les conditions de captation. Donc une fois qu'on a fait ces expérimentations, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on ne va pas tout regarder, mais l'idée c'est que on a pu faire une modélisation statistique des réponses des participants, en l'occurrence avec des modèles linéaires mixtes de régression logistique.
tout ce que je veux vous montrer là, pour rester bref, c'est qu'on a pu voir des différences statistiquement significatives entre les différents profils de vitesse du robot. On a aussi mis des paramètres d'apparence pour contrôler l'apparence, vu que c'est connu pour être important en interaction humain-robot. Mais donc avec ce modèle, on peut se dire que si on veut que le robot ait l'air fragile dans sa navigation, eh ben, ce sont les paramètres qui sont surlignés en bleu qu'on doit appliquer. Dans le tableau, c'est les pourcentages, les points de pourcentage de variation que chaque paramètre induit, donc pour la probabilité que la personne le perçoive comme solide ou fragile. Et idem pour si on veut qu'il ait l'air confiant, on peut établir le profil qu'on doit utiliser. Donc ça c'est bien, mais c'est des profils qui sont fixes. Si on applique un certain paramétrage, le robot parcourt une distance fixe dans l'environnement. Donc pour un test perceptif enregistré, c'est OK. On a fait une version en présence aussi d'une personne, mais juste avec le robot qui s'avance vers elle, c'est OK aussi. Mais si on veut vraiment faire de la navigation avec, bien sûr, on ne peut pas juste concaténer ces profils ensemble. On a besoin d'un peu plus de flexibilité. Donc pour ça, on a essayé de concevoir un algorithme qui permet en fait de garder, de contrôler le fait que les trajectoires qui sont générées gardent les caractéristiques qui font que ces profils sont différents entre eux. Donc, encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée de base, c'est que, vu comment nos profils ont été conçus, une façon simple de les représenter, c'est de dire que chaque segment linéaire du profil de vitesse est décrit par une accélération, donc la pente ici, et la durée pendant laquelle on applique cette accélération. Donc, avec ce profil, on a appelé ça les phases de mouvement. Donc ici, ce profil il est fait de 2 phases de mouvement, une accélération, une décélération. Et donc, comme je l'ai dit, là, un profil fixe, il parcourt une certaine distance fixe. Donc, on a besoin de rajouter un peu de flexibilité dans ce modèle pour pouvoir faire de la navigation, pour aller atteindre un but qui a une distance variable et inconnue à l'avance. Donc, la manière de faire ça, c'est de dire que le temps pendant lequel on applique ces accélérations et l'ordre dans lequel on les applique peut varier, mais pas n'importe comment, parce qu'on veut garder des caractéristiques distinctes entre les différents styles de mouvement qu'on a étudiés dans notre modèle. Donc, le principe général de base qu'on a utilisé ici, c'est donc, vu qu'on a des paramètres libres qu'on doit chercher pour atteindre notre but, c'est de dire qu'on a un problème d'optimisation sous contrainte. Donc, on veut chercher les phases de mouvement, donc les U0 jusqu'à UN-1, qui nous permettent de nous rapprocher au plus de notre but, donc de minimiser la distance au but. Mais, et c'est là où la partie intéressante arrive, sous certaines contraintes, qui sont ce qu'on appelle les contraintes de prosodie, qui sont les contraintes qui vont dire telle ou telle forme de profil n'est pas acceptable si on a telle ou telle contrainte qui sont mises en place pour pouvoir contrôler un petit peu les caractéristiques des profils de vitesse. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on construit ce genre de contraintes qui est assez inhabituel en robotique. Alors une vitesse maximale, c'est très commun, mais le reste des aspects de temporel, de maintenir des plateaux de vitesse constante pendant une durée fixe, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Donc je vais prendre un exemple de contrainte. À gauche ici, on a des exemples de profils que l'on voudrait faire si on veut appliquer le paramètre de mouvement qui était de faire des pauses, c'est-à-dire que avant de faire une décélération, on doit toujours avoir fait un plateau de vitesse constante pendant une certaine durée minimale. Donc ici, c'était 300 millisecondes. Donc à gauche, on a les exemples positifs, là où on a toujours ce plateau entre l'accélération et la décélération. Et à droite, c'est des contre-exemples qu'on veut donc éliminer par les contraintes qu'on va spécifier. Donc une formalisation possible de ces contraintes, c'est d'utiliser juste des prédicats logiques, et que si on traduit dans une forme un peu plus lisible, on est en train de dire si on aurait dû faire une pause, donc si on aurait dû mettre ce plateau de vitesse constante, autrement dit si on vient d'accélérer, mais que la prochaine phase de mouvement qu'on est en train de planifier, qu'on est en train d'évaluer, n'est pas une pause, et la contrainte n'est pas satisfaite et on peut filtrer cette trajectoire. Donc une fois qu'on a spécifié ces contraintes, là c'est celle pour les pauses, on en a plein d'autres pour chaque paramètre qu'on a étudié dans notre modèle. L'idée c'est que pour planifier, on va d'abord sélectionner quelles contraintes de prosodie on veut appliquer. Donc on peut se référer à notre tableau qu'on a vu avant. Si on veut un mouvement fragile, on sait quelles contraintes on veut appliquer. Donc là par exemple, si on dit qu'on veut appliquer la contrainte de cinématique moyenne qui limite la vitesse et l'accélération, et la contrainte de pause, on choisit celle-ci, on les applique à notre problème. Et la résolution, on a fait simplement un arbre de trajectoire qu'on va étendre. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la vitesse 0 du robot, on considère toutes les accélérations possibles et les temps possibles pendant lesquels on peut les appliquer.
Et l'idée, c'est qu'ensuite, on vérifie si chacune des trajectoires correspond à nos contraintes ou pas. Et donc, on filtre en fonction de ça. Donc, par exemple, ici, on a l'accélération continue, ici, ne satisferait pas la contrainte de cinématique. Donc, on enlève cette trajectoire-là et on l'étend pas plus dans l'arbre de recherche. Et on a surtout cette contrainte de pause qui vient filtrer la possibilité de faire une décélération juste après l'accélération. Et donc en procédant comme ça, on peut étendre notre arbre et à la fin, parmi les trajectoires qui resteront, c'est-à-dire que celles qui satisfont les contraintes de style, de prosodie qu'on a mises en place, après on peut juste choisir bêtement celles qui minimisent la distance. Donc voilà pour un aperçu sur l'algorithme qu'on a mis en place. Et donc juste pour montrer un petit exemple d'exécution. Hop. Donc en haut, vous avez un enregistrement de la vitesse du robot et en bas, vous avez la visualisation de la trajectoire qu'il est en train de planifier. Donc ici, c'est un cas où on a mis cette fameuse contrainte de pause et je précise que le but qu'on lui a donné, qu'on lui a demandé d'atteindre était suffisamment proche pour qu'il n'atteigne pas sa vitesse maximale. Donc un planificateur classique de navigation aurait fait un truc où il accélère au maximum et tout de suite il décélère pour faire un mouvement optimal en termes de temps et d'énergie. Là, on a vu, j'espère, qu'on avait bien ce plateau de vitesse constante qui est imposé, même s'il n'a pas atteint cette limite de vitesse max. Et donc de même pour les autres contraintes. Donc maintenant, on a cet algorithme. Et ça va nous permettre maintenant d'avoir, donc on a un algorithme qui est paramétrable, ça c'est bien, on a dérivé les contraintes à partir de cette étude perceptive qui modélise un petit peu la perception humaine. Maintenant, on peut réutiliser cet algorithme dans des expérimentations d'interaction humain-robot pour voir ce que ça donne sur un cas un peu plus intéressant qu'un robot qui se déplace sur une vidéo. Et donc c'est ce qu'on a fait dans notre troisième partie de cette thèse. Donc on avait plusieurs aspects qu'on voulait mesurer. Je vais surtout parler de la première qui était, on voulait voir si le modèle qu'on a créé sur la base de l'expert en ligne se confirmait en réel. Donc, mais on voulait aussi demander dans un deuxième temps si les participants pouvaient donner une mesure de performance du robot, comment est-ce que les différents paramétrages pourraient influencer ça, et aussi le comportement des participants, donc à la fois ce qu'ils disent, comment ils bougent, leurs réactions, etc. Mais je vais surtout parler de la première mesure qui était est-ce qu'on retrouve les mêmes perceptions sociales. Donc comment on a conçu cet expé? On a d'abord pris une des échelles qui étaient les plus saillantes en termes de résultats de perception. Donc là, on a pris l'échelle confiant-hésitant. On a regardé avec notre modèle quelles seraient les contraintes à appliquer dans notre algorithme qui correspondent à ces perceptions. Et ensuite, donc, mis en place une tâche dans laquelle le robot utiliserait ces différents styles de mouvement. En l'occurrence, là, on a fait un prétexte expérimental qui est que le robot était positionné dans un bâtiment de l'UFR ici, au rez-de-chaussée, dans un hall d'entrée. Et en gros, il détecte des personnes et il va vers eux en leur proposant des flyers. Donc ça, en tant que tel, ça ne nous intéressait pas. C'était un prétexte expérimental qui nous permet d'avoir le robot qui s'approche de quelqu'un dans une situation vraisemblable et où les participants ne sont pas recrutés à l'avance. Donc je vous montre un exemple de ce que ça donne. Hop. Je pense que la fenêtre est juste peut-être cachée ailleurs. Ouais, voilà. Hop. Donc on a plein de vues caméra différentes. On va voir la personne qui arrive dans le cadre du milieu en bas. Donc une fois que la personne est détectée, le robot dit bonjour juste pour un peu capter l'attention. Une fois que la personne s'arrête, le robot se tourne vers la personne, puis commence à avancer vers la personne. Pardon, c'est un peu fort. Et une fois que le robot arrive, il a des petites épaulettes avec des flyers dedans et la personne prend un flyer. Et une fois que la personne recule, le robot revient à sa base. Donc là, c'était un déplacement qui était fait avec le paramétrage confiant. Donc on a une vitesse relativement élevée, on a une accélération assez abrupte et on a un mouvement qui est plutôt lisse. On n'a pas de saccade et on n'a pas de ralentissement au cours du mouvement. Donc typiquement, après l'interaction, on allait leur poser des questions dans une interview semi-dirigée. Hop.
Hop là. Ok. Donc au niveau des mesures, je vais passer un peu rapidement, mais donc bien sûr, on a mesuré la position de la personne, ses déplacements, on a enregistré l'audio. Mais donc au niveau des mesures subjectives, on avait aussi, donc à la fin, on voit le participant qui essaye de faire un chiffre avec sa main de 1 à 5. C'était notre petite mesure de performance pour voir si ça avait une influence sur la note qu'il donnait au robot. Et aussi un entretien semi-dirigé. Donc, on avait une première phase où on leur posait que des questions sur juste est-ce que le robot distribuait bien des flyers. On leur parlait pas du tout spécialement du mouvement du robot ou du but vraiment de l'étude. Et seulement dans un deuxième temps, là, on leur parlait du fait qu'on voulait analyser les mouvements, les perceptions sociales, etc. Donc brièvement sur les résultats, comme je dis, je vais surtout montrer ceux sur cette perception confiant, hésitant. On n'a pas eu les résultats auxquels on s'attendrait vu le modèle. Donc en fait, la plupart des gens ont dit que le robot avait l'air confiant, même quand il était dans son paramétrage hésitant. Donc avec le paramétrage hésitant, il est plus lent, des accélérations plus souples, des saccades et des ralentissements périodiques. Donc voilà, en regardant juste ce qu'ils ont répondu, on ne comprend pas grand-chose, mais si on regarde ce qu'ils ont dit dans leurs entretiens, on a un petit peu des pistes. Donc par exemple, il y a un participant qui a dit que le robot avait l'air hésitant dans son mouvement, mais dans le fait qu'il sache où il aille, oui, là, il a l'air confiant, même s'il trébuche en y allant. Donc ça, c'était quelqu'un qui a dit ça en réaction au mouvement saccadé, lent, que nous, on avait trouvé comme étant hésitant dans la première manip. Pareil pour un autre participant, on dirait qu'il a hésité pendant une seconde ou deux, et ensuite il m'a ciblé. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui ont fait référence à cet aspect de un peu d'attention ou de décision où le robot doit décider vers quelle personne il va s'orienter. Après, on a quand même des gens dans les paramétrages hésitants, même si quand on leur demandait choisis l'un ou l'autre, confiant, hésitant, ils disaient confiant. Il y avait quand même des remarques du style le robot avait l'air d'aller un peu lentement ou il était pas trop, il était un peu doux, ce genre de choses. Donc on dirait que les gens voient cette différence, mais quand on leur demande de but en blanc, confiant, hésitant, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, autres que ceux qu'on a étudiés dans notre première manip en ligne. Donc ça pose des questions sur qu'est-ce qui rentre en compte. Peut-être que là, vu que le robot il est dans une vraie tâche, il a un rôle particulier de distribuer des flyers, peut-être que les dimensions à prendre en compte en termes de perception sociale ne sont pas les mêmes. En tout cas, ça, voilà, c'est à creuser davantage. Donc voilà, pour finir, on a pu donc établir d'abord un modèle de la perception humaine. Donc ça nous aide du point de vue robotique pour faire un algorithme derrière, mais ça apporte un petit peu aussi de compréhension de l'humain. On a pu établir du coup un algorithme qui donne des nouvelles possibilités d'ajustement des déplacements du robot. Et ensuite, on a pu mettre en place une XP pour voir ce que ça avait comme impact sur les gens. Donc voilà, il y a quelques pistes de travaux futurs, principalement sur voilà, ce que je disais, explorer d'autres dimensions de cette prosodie du mouvement, explorer l'impact de la tâche, du rôle, et aussi sur la durée, quel genre d'impact ça peut avoir. Donc voilà, je m'arrête là, merci beaucoup, et voilà, si vous avez des questions. Merci Philippe. Je prends les questions. Bonjour, ça serait pour tout ce qui est entre confiance et hésitant. Il me semble que... Est-ce que vous avez exploré le fait que, pas que la vitesse, mais la trajectoire aussi du robot? Parce qu'il semble que dans les interviews, les gens disent beaucoup que même si la vitesse du robot, elle a l'air hésitante, tant qu'il est droit sur la personne qu'il a ciblée, ça apporte l'idée de confiance de la part de l'interview. Est-ce que vous n'avez pas étudié par exemple des trajectoires moins directes pour voir tout ce qui est hésitant, ce genre de choses? Non, donc là, dans le cadre de ma thèse, on s'est purement focalisé sur les mouvements rectilignes et juste sur, on va dire, plus la dynamique du mouvement que la géométrie de la trajectoire. Après, il y a pas mal d'autres études sur ce genre de choses, mais qui vont... Alors, il y a des gens qui étudient les trajectoires, mais ils vont plus les étudier dans des dimensions qui sont différentes. Donc, comme ce que je disais au début, sur comment est-ce que les gens notent le confort perçu ou alors en anglais, les gens disent naturalness, mais le degré de ressemblance un peu aux trajectoires humaines, ce genre de choses, mais pas sur est-ce que le robot a l'air confiant ou hésitant, est-ce qu'il a l'air poli ou pas trop. Peut-être poli et autoritaire, j'ai peut-être vu un papier, mais donc pas sur les mêmes dimensions. Et nous, dans le cadre de ma thèse, on s'est limité à la dynamique de la trajectoire. Mais oui, comme tu dis, dans ce que les participants ont dit, c'est clairement quelque chose qui est ressorti. Et ce ne serait pas étonnant, vu que
dans d'autres domaines, la trajectoire influe en tout cas. Mais la question, c'est sur ces échelles spécifiques-là, d'attitude sociale, ça, c'est pas trop recherché. Je te donne le micro. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant les résultats, parce que du coup, tu disais que quand, lors de l'entretien des personnes dans la dernière phase de l'expérience, tu leur demandais hésitant, confiant, comment dire, ce simple résultat-là corrélé à l'algorithme ne présentait pas grand-chose. Du coup, est-ce que tu as pu observer un peu plus finement les artefacts de ces impressions-là et les relier justement, enfin on va en faire une stat peut-être en disant que quand l'algorithme était hésitant, quand c'était l'algorithme hésitant qui était choisi, il y avait plus de présence, une corrélation entre l'algorithme et les artefacts dans le discours des personnes qui étaient en interaction avec le robot. Alors donc c'est pas quelque chose qui a été fait formellement dans le sens où on avait commencé à le faire, mais ce sera peut-être fini un peu plus tard, mais ça n'a pas été fait. Là, c'est quelques exemples que j'ai pris comme ça. Mais si je comprends bien ta question, l'idée, ce serait d'aller vraiment voir les genres de mots que les gens utilisent pour décrire le robot et voir s'il y a une corrélation. Donc, à vue d'œil, ce que j'en ressors, c'est que les gens perçoivent quand même une différence entre les deux. C'est pas comme s'ils répondaient la même chose entre confiant et hésitant, mais c'est spécifiquement sur si on leur demande est-ce que le robot a l'air confiant ou hésitant, là ils penchent plus du côté confiant. Mais donc on a eu d'autres mots, il y a même quelques participants qui, sans qu'ils connaissent la manip en ligne avec les 10 échelles, qui ont sorti des mots, je pense qu'il y en a qui ont dit que le robot avait l'air fragile ou ce genre de choses, ou agressif. Qui sont d'autres mots de nos échelles. Et quand on regarde le gros tableau avec les corrélations entre les échelles, donc il y en a qui sont corrélés, qui il se trouve être corrélés aussi avec confiant hésitant. Donc un peu indirectement, en gros, il y a une différence, mais quand on leur pose ce choix binaire, voilà, est-ce que c'est la trajectoire et l'aspect décisionnel qui prend le dessus, voilà, ça reste encore à étudier. Ouais, on n'entend pas trop. Continuer à vraiment réfléchir sur ce... Et voilà, et on avait juste une voix qui était disponible, c'était la voix d'Emox, qui était pas... J'étais étonnée que personne nous dise, mais ça va pas du tout cette voix avec ce robot. Voilà, c'est une voix d'Emox, c'est une voix qui est très confiante. Hein, voilà. Donc, on était embêtés par cet effet plafond. Tu l'as pas dit, mais en fait, peu de gens font référence à la voix, ça nous a rassurés. Mais bon, c'est pas parce qu'ils font pas référence... Parce que dans Emox, nous, on avait quand même des gens qui pensaient que le robot parlait pas, et pourtant, quand il parlait pas, il se passait rien, et quand il parlait, il nous racontait des choses sur ce qu'était le robot. Donc, est-ce qu'il y a, tu penses pas qu'il y a quand même c'est tellement multifactoriel. Tu as parlé de l'apparence aussi. Est-ce que tu penses maintenant que il peut y avoir des effets plafonds comme ça qui te cachent le Saint Graal, quoi? T'en penses quoi? Tu ferais quoi maintenant si tu devais recommencer ou continuer? C'est toujours très tentant de dire une manip avec plus de paramètres, mais c'est pas vraiment toujours faisable, quoi. La première chose moi qui me vient à l'esprit, c'est parce qu'il y a déjà ce gap entre l'étude en ligne et une étude dans une vraie tâche. J'aurais bien aimé maintenant, je pense, peut-être trouver une tâche qui ne nécessite pas d'autres mouvements qu'un mouvement rectiligne. Alors trouver un truc écologiquement viable avec ce genre de choses, c'est compliqué. Mais déjà, ça permettrait d'éliminer le gap entre études en ligne. Enfin, on l'a fait en personne aussi, mais en personne, je l'ai pas présenté ici, mais c'était très artificiel. C'était une manip de labo, en fait. Quand on vous dit, vous rentrez dans une salle de robotique, on vous dit le robot est devant vous, il va s'avancer vers vous 4 fois d'affilée, vous allez remplir un questionnaire. C'est pas la même chose qu'une manip écologique. Mais donc, dans un premier temps, peut-être une manip où vraiment les trajectoires qu'il a à prendre sont semblables à celles qu'on avait en ligne, et après on verra pour un peu essayer d'isoler les variables, mais c'est compliqué. Une autre question? Non? Bon, merci beaucoup Philippe. Merci.